À l'ordre du jour ce soir, la France peut-elle empêcher le déploiement du narcotrafic? Tandis que le Sénat termine pour la semaine prochaine une commission d'enquête sur le sujet, le quotidien Le Monde a choisi de lancer une grande enquête en 12 volets quotidiens titrée Overdose et s'intéressant à l'emprise du trafic de drogue en France. Car la consommation se transforme sous l'influence du numérique et de la livraison à domicile. C'est le cas bien sûr du cannabis, pour la consommation duquel la France est toujours au deuxième rang européen. C'est le cas aussi des produits de synthèse, mais aussi pour la cocaïne, dont les saisies ont été multipliées par 5 dans l'Hexagone depuis 10 ans. À l'augmentation de la consommation correspond par ailleurs une augmentation des violences liées au trafic, dont on peut se demander si les opérations Place Net XXL décidées récemment vont les faire disparaître dans la durée. Car les exemples voisins de la Belgique et des Pays-Bas, qui ont des difficultés depuis des années à contrôler les groupes criminels organisés, ne poussent pas à un fervent optimisme, tant les sommes en jeu et la puissance des réseaux internationaux de trafic peuvent menacer jusqu'aux institutions les plus solides. Nous en discutons avec nos 4 invités. Alexandre Kaufmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et romancier, auteur d'un article justement qui vient de paraître dans Le Monde aujourd'hui, dans ce grand format Overdose du Monde, un article sur l'ubérisation de la drogue qui rebat les cartes du trafic. Avec nous également Stéphanie Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, vous nous en parlerez tout à l'heure. Avec nous en studio également Clotilde Champérage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de la mafia, maîtresse de conférences au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, autrice d'une géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale, paru l'année dernière au Cavalier Bleu. Enfin, 3e invité à distance, Christian de Valconer, président du tribunal de première instance de Namur en Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également juge d'instruction, ancien procureur du roi de Charleroi et ancien procureur général de Liège, professeur de droit de la police et de criminologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. La Belgique est un hub logistique qui intéresse les organisations criminelles. Donc l'année dernière, on a eu de nouveau une saisie record de drogue. On a dépassé les 112 tonnes de drogue saisies rien qu'à Anvers, l'équivalent ayant été saisi dans les ports sud-américains à destination d'Anvers. C'est une valeur incroyable. On est au-dessus de 6 milliards ou 7 milliards d'euros. La seule chose, c'est qu'on voit que le prix du paxon de cocaïne en rue n'augmente pas. Donc, ça veut dire qu'on ne saisit que moins de 10% de la drogue. Et moins de 10% qui représente déjà 6 milliards d'euros. Voilà, exactement. Et donc, ce qui veut dire aussi que cette drogue, depuis la Belgique, est distribuée. Donc, le SkyCC nous a montré que ce marché était essentiellement dans les mains de mafias albanophones et était redistribué dans toute l'Europe. Heureusement, ce n'est pas consommé rien qu'en Belgique, parce que là, on aurait... Mais on voit quand même, quand il y a une étude sur les eaux usées, par exemple, dans 150 villes, malheureusement, la France n'a pas participé, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, dans cette étude-là, la ville numéro 1, c'est Anvers, ah oui. En matière de présence de cocaïne dans les zones usées, et la ville numéro 4, c'est Bruxelles. Vous venez d'entendre Frédéric Van Ley, procureur fédéral de Belgique, qui répondait la semaine dernière, c'était jeudi dernier, dans Esprit de justice sur France Culture, au micro d'Antoine Garapon. Est-ce que la Belgique est un hub logistique? Est-ce qu'on peut dire que la France est aussi un hub logistique, Stéphanie Charbonnier? Alors effectivement, la Belgique et notamment le port d'Anvers est particulièrement impacté par les entrées de cocaïne en Europe, parce que c'est bien de cocaïne dont il est question, avec le volume évoqué par le procureur. La France a également des entrées de produits sur ces ports. Le premier port impacté est le port du Havre, mais pas seulement, puisqu'il ne faut pas oublier non plus nos ports outre-mer, qui constituent des zones de rebond pour la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Donc les volumes saisis, en revanche, dans les ports français, et particulièrement dans le port du Havre, sont d'une autre dimension que les saisies réalisées en Belgique, puisque c'est bien à Anvers ou à Rotterdam que l'entrée de la cocaïne se fait principalement en Europe. Vous travaillez sur ces questions, Clotilde Champérage. Est-ce que justement cet espace européen est le bon espace pour pouvoir réfléchir à cette question des trafics de drogue internationaux, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin, c'est effectivement aller dans un espace mondial? La consommation de drogue augmente dans le monde, sur tous les continents. On observe cette tendance à la hausse de la consommation. Donc le trafic est véritablement mondialisé. En ce qui concerne la cocaïne, c'est vrai que c'est un marché qui a été visé par les trafiquants d'Amérique latine parce qu'il y avait saturation du marché nord-américain. Saturation?
Oui, et puis remplacement par d'autres drogues. C'est la crise des opioïdes américaines, impulsée aussi par le secteur légal, l'industrie pharmaceutique. Donc on a eu poursuite de nouveaux débouchés du côté de l'Europe. L'Afrique est ciblée aussi, parce qu'il y a déjà eu des reroutages. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que les portes d'entrée, justement, elles sont variées. Alors il y en a qui sont plus ou moins grandes ouvertes, donc on va profiter d'effets d'aubaine, mais ça se déplace. Et effectivement, s'il faut répondre, c'est de façon commune, impérativement. Alexandre Kaufmann, vous avez donc écrit ce volet de cette enquête en 12 volets, donc avec beaucoup de journalistes qui travaillent au Monde, qui sont employés par le Monde pour travailler sur ce sujet-là, dont vous êtes. Cette enquête d'aujourd'hui, c'est donc l'ubérisation de la drogue qui rebat les cartes du trafic. Est-ce que vous diriez justement que, parce que c'est un peu le thème de l'enquête du Monde, que cette question est une question essentielle, pourrait-on dire, pour le pays qui est le nôtre, la France? Le trafic de drogue, en tout cas, c'est sûr que l'emprise s'accroît dans tous les domaines. Et dans tous les lieux. Et dans tous les lieux. Et l'idée donc de ce projet Overdose du Monde, c'était de documenter cette emprise grandissante, à la fois depuis l'importation, la distribution, et aussi évidemment les conséquences sanitaires désastreuses que ça peut avoir. Une distribution qui change de modèle d'une certaine manière, et c'est ce que vous racontez parfaitement bien dans ces 2 pages du Monde d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on pensait qu'il y avait des lieux de deal qui étaient nombreux dans toutes les villes et voire des petits bourgs, mais qu'aujourd'hui, c'est en train de changer sous l'effet de ce que vous appelez l'ubérisation du trafic. Ouais, en fait, les points de deal physiques, qu'on appelle les fours, sont peu à peu déclassés par les centrales d'achat, les plateformes d'achat. Alors c'est quoi en fait? C'est des systèmes de livraison à domicile de drogue qui s'appuient sur des messageries cryptées, donc WhatsApp, Signal, Telegram. Et donc ces numéros de ces lignes circulent entre les consommateurs qui doivent généralement se coopter. Donc en fait, ça a commencé, ce système de livraison de produits stupéfiants, aux alentours des années 2010. Et ça s'est développé régulièrement et ça a connu 2 gros coups d'accélérateur. D'abord le premier avec le Covid et le second avec la stratégie du ministère de l'Intérieur de pilonnage des fours, des points de deal physiques justement, qui a entraîné, on pense, une sorte de report vers le trafic numérique. Donc aujourd'hui, ces systèmes de livraison à domicile, ça couvre l'ensemble du territoire, donc d'Albi à Caen, en passant par Besançon, et la campagne profonde du Maine-et-Loire aussi. Ça veut dire, puisque vous êtes en Belgique, de votre côté, Christian de Valkenaer, qu'on s'est peut-être longtemps trompé sur le type de trafic qui tournait autour du trafic de drogue. On n'a pas pensé que c'était une organisation ou des organisations qui avaient complètement épousé le domaine du capitalisme et aussi des avancées du capitalisme, pourrait-on dire, en matière technique, et que donc c'était une façon aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent, de prendre peut-être moins de responsabilité par cette question du numérique, on en parlera peut-être dans cette émission, mais aussi d'une certaine manière de se coller à un air du temps qui est tout à fait moderne. Oui, je crois évidemment qu'il y a un élément essentiel par rapport à tout ça, c'est évidemment les profits qui sont dégagés par cette activité de vente de stupéfiants, évidemment à tous les maillons de la chaîne, avec évidemment des effets très déstabilisants pour nos sociétés, et des effets déstabilisants de différentes manières. Je dirais que ça démarre au niveau du dealer qui finalement va se dire, au fond, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent en travaillant relativement peu, jusqu'à aussi le développement de quantités très importantes d'argent qui découlent de ce trafic de stupéfiants et qui rencontrent à un moment donné l'économie réelle. Et donc les entrepreneurs de l'économie réelle peuvent être tentés à un moment donné de noircir de l'argent, puisqu'il y a de grosses sommes, d'énormes sommes d'argent qui circulent et qui doivent à un moment donné qu'on essaye de faire réintégrer l'économie réelle. Donc je dirais qu'il y a pas mal d'éléments de la société qui peuvent être touchés, sans compter évidemment tout ce qui est, je dirais, les autorités publiques. Ça peut la corruption à différents niveaux qui peut toucher aussi tous les fondements de la société. Est-ce qu'on peut dire, Stéphanie Charbonnier, que la prise en compte, la création même de votre office, l'OFAS, de l'Office anti-stupéfiants, il y a quelque temps, la prise en compte de cette modernisation, de cette globalisation est à l'origine aussi d'une certaine peur qu'on peut détecter quand on voit la vice-présidente du pôle criminalité organisée à Marseille, Isabelle Couder, qui dit « Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants », quand on voit les termes qui sont utilisés, effectivement, quand on entend maintenant parler de narcotrafic et plus de trafic de drogue, comme on le disait auparavant, enfin, qu'il y a une sorte de modernisation du vocabulaire et de modernisation en même temps des pratiques.
Je crois qu'il y a une véritable prise de conscience de la situation que traverse aujourd'hui la France, que traversent également nos partenaires européens. Je crois que chez tous nos partenaires européens, on recherche aussi une meilleure coordination des acteurs, puisque les succès obtenus dans la lutte contre les trafics de stupéfiants s'obtient également par une meilleure coordination des acteurs entre eux. Et puis, c'est aussi l'approche que l'on a face à ce phénomène. C'est-à-dire que lutter contre les trafics de stupéfiants, c'est pas simplement intercepter du produit, c'est aller bien au-delà, c'est avoir une approche qui est globale, qui permet effectivement de prendre en compte toute la dimension financière, tout le volet blanchiment des trafics et capter les avoirs de ces organisations criminelles, de ces trafiquants. C'est le seul moyen de réussir à leur porter un réel coup, puisque ce ne sont pas quelques tonnes de produits saisis qui mettent fin à leur activité. Donc il faut vraiment avoir cette approche globale et en développant également la lutte contre la corruption, qui est un véritable outil des trafics de stupéfiants et plus généralement de la criminalité organisée. Dans tout cet écosystème, la coopération internationale est également un axe majeur de travail. Oui, parce qu'il faut arrêter des trafiquants à Dubaï, il faut les arrêter en Espagne, il faut éviter qu'ils ne soient libérés par un juge espagnol quand ils le sont, etc. etc. Vous avez de toute façon une véritable internationalisation des trafics et lutter contre le trafic de stupéfiants franco-français est de toute façon pas réaliste. Oui, parce que ce que vous notez bien en tant que géopoliticienne des mafias, économiste et spécialiste de ce sujet, Clotilde de Champérage, c'est qu'on a toujours l'impression que les mafias, parce qu'on a vu les films, se bagarrent entre elles, mais que ces mafias peuvent s'entendre même longuement sur les marchés, sur la manière de faire pénétrer de nouveaux marchés, par exemple, et qu'on peut trouver dans les mêmes endroits des mafieux albanais, des mafieux italiens, des mafieux colombiens, des mafieux belges, pourquoi pas, qui travaillent tous ensemble à un moment donné, même si peut-être plus tard, ils vont régler leur compte un peu plus loin. Tout à fait. Ce qui est mis en avant souvent, c'est la violence dont on parlait tout au début. Les règlements de compte, c'est ça qui capte l'attention du public, qui est relayé par les médias. Mais ça masque une réalité qui est beaucoup plus inquiétante, c'est la capacité de coopération des organisations criminelles entre elles. C'est-à-dire qu'on a une multiplicité d'organisations criminelles. Europol a publié un rapport il y a quelques jours qui identifie plus de 800 organisations criminelles différentes sur le territoire européen. Et alors évidemment, il y en a des petites, il y en a des grandes, et elles n'ont pas toutes le même poids, la même importance. Il y a des hiérarchies criminelles, mais il y a de la coopération. Et ça permet aussi à ces trafics de ne pas fonctionner en monopole, donc d'être très difficile à combattre, très résilient aussi. C'est-à-dire quand un bout de réseau tombe, il est remplacé par un autre. Et c'est pour ça que s'attaquer à une branche franco-française, effectivement, ne fait pas tomber le marché. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des arrestations qui sont présentées comme très importantes. On ne voit pas d'effet sur le prix de la drogue ou sur la possibilité de s'approvisionner en drogue pour le consommateur final. Christian de Valkener, il y a eu récemment une première communication de la commission d'enquête sur le Sénat qui rendra son rapport dans peu de temps maintenant et qui disait qu'il y avait de quoi avoir le vertige en France face parfois aux failles de l'État, à la violence extrême et qui parlait d'une promenade au bord du gouffre. Est-ce que ce gouffre, la Belgique y est tombée ou est-ce que vous êtes encore au bord du gouffre? Est-ce que d'une certaine manière, quand on a fait une émission sur ce thème-là il y a 1 an et demi, on était déjà très inquiet pour et la Belgique et les Pays-Bas. On évoquait pour les Pays-Bas la possibilité que ça puisse devenir un narco-État, ce qui paraît assez terrible. Est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes, vous, de votre côté en Belgique? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas évidemment, je crois que la Belgique n'est pas tombée dans le gouffre, enfin j'espère en tout cas qu'elle n'est pas tombée dans le gouffre de ce point de vue-là. Je dirais que si vous voulez, les structures de l'État me paraissent encore très solides, c'est-à-dire que les problèmes de corruption de fonctionnaires de police, de douaniers, au niveau de la justice sont vraiment tout à fait marginaux et je pense qu'il n'y a pas encore véritablement une espèce de pénétration là, des organisations criminelles au niveau des structures de l'État. Reste évidemment toute la difficulté
difficulté de cette problématique. Alors, je rejoins tout à fait votre interlocutrice qui dit c'est pas évidemment de saisir des produits, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller vers effectivement tous les produits financiers qui sont générés par ce type d'activité. Alors, la coopération internationale, c'est très bien, mais on sait bien aussi que c'est une difficulté, évidemment, parce que dès le moment où on doit aller au-delà des frontières, au plus on s'éloigne de son épicentre, au plus, je dirais, la coopération policière et judiciaire devient plus compliquée. Oui, on peut dire aussi, Alexandre Kaufmann, quand on fait un travail de terrain comme le vôtre que vous avez mené pour cette enquête du Monde, donc Overdose, qu'il y a aussi des évolutions. On a dit des évolutions technologiques, mais aussi des évolutions dans le type de recrutement, le type de personnes qui sont à la tête des plateformes, justement, que vous nous décriviez, de redistribution de la drogue. Il peut y avoir des femmes là où on pensait qu'il n'en avait pas auparavant, etc. Et qui est donc, il y a un coup d'avance parfois de ces trafiquants sur ceux qui les poursuivent. Voilà, c'est extrêmement ce qui saute un peu aux yeux avec le trafic numérique, enfin les centrales, c'est que c'est extrêmement structuré. Normalement, un bon gestionnaire de centrale, un bon gérant, ne touche ni aux produits, jamais, ni aux produits, ni à l'argent. Il va prendre les commandes des clients par une ligne WhatsApp et il va les relayer sur une autre ligne de manière étanche à une flotte de livreurs et sans jamais avoir de contact physique avec eux. Si la centrale est bien organisée, bien sûr, et ces livreurs, eux, ils sont approvisionnés en produits par des ravitailleurs auxquels ils redonnent aussi les recettes de la journée et ça forme un circuit parallèle à tel point que le gérant ne les voit jamais, enfin peut ne jamais les voir s'il est bien organisé. Oui, parce que parfois il les voit et malheureusement, pour lui, il tombe dans les mains de la police. Et on a trouvé des gérants, certaines centrales ont été démantelées, le gérant se trouvait en Suisse. Ou au Maroc, et ils prenaient les commandes sur Paris, par exemple. Et donc, ça veut dire que cette organisation, c'est une organisation extrêmement pensée, qui tient compte justement des possibilités de la police et de ceux qui les poursuivent, d'avoir la possibilité de les prendre. Et là, c'est un moyen absolument étanche, comme vous dites, de ne pas être pris, a priori. Le petit coup d'avance, c'est qu'en fait, sur les messageries cryptées, c'est assez difficile. Enfin, je parle sur le contrôle de Mme Charbonnier, mais c'est difficile d'avoir des réquisitions pour obtenir le contenu de ces conversations. Donc parfois, paradoxalement, les équipes de police reviennent à des méthodes de surveillance traditionnelles, puisque lui, le produit reste bien réel. Il y a encore des livraisons et des transactions. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi un retour aux méthodes traditionnelles, paradoxalement. Stéphanie Charbonnier, justement, dites-nous un petit mot sur cette messagerie cryptée qui s'appelait SkyECC, dont on avait déjà parlé dans l'émission précédente, qui a permis de récupérer plusieurs milliards de conversations qui étaient théoriquement cryptées, et ce qui permettait une certaine liberté de ton, pourrait-on dire, des trafiquants entre eux, et les exemples qu'il peut y avoir d'autres messageries cryptées aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les organisations criminelles, par nature, ont besoin de communiquer entre elles, puisque vous avez une partition des tâches, ce qui a été déjà largement décrit, mais elles ont besoin de communiquer entre elles. Elles ont besoin de communiquer entre elles de manière sécurisée. Donc, le seul moyen de communiquer à l'abri du regard, je dirais, des forces de sécurité, c'est d'utiliser un système chiffré, ce qui était le cas, notamment, vous avez cité SkyECC, mais vous avez également d'autres messageries qui ont été démantelées. Et là où les forces de sécurité des États ont dû s'adapter, c'est sur leur méthode de travail, puisque ce qui auparavant était géré avec un travail de terrain, aujourd'hui, on a une approche aussi beaucoup plus technique qui est complémentaire en fait de cette approche de terrain et qui est essentielle, beaucoup plus technique des outils qui sont utilisés par les organisations criminelles. Elles s'adaptent. On s'adapte également, on donne des moyens aux enquêteurs, on donne des moyens juridiques, on donne des moyens technologiques. Et c'est vrai que l'interception de ces messageries chiffrées, ça a été un véritable révélateur et c'est venu conforter les analyses que l'on pouvait faire sur le niveau de la criminalité à laquelle on fait face. Vous êtes d'accord avec il y a de quoi avoir le vertige ? Alors, moi, je ne suis pas là pour avoir le vertige ou pour ne pas avoir le vertige. Vous êtes là pour agir, j'imagine. Moi, je suis là pour agir. Mais tout de même, est-ce que... On est face à une situation, l'OFAST produit tous les 2 ans un état de la menace en matière de trafic de stupéfiants. On a fait une publication en janvier 2024 où on fait état de tous ces sujets, de toutes ces, je dirais, de tous les besoins d'évolution également, puisqu'on doit s'adapter en permanence. Donc, effectivement...
je dirais, la menace est élevée aujourd'hui en France. 18h40 sur France Culture. La France peut-elle empêcher le déploiement du narcotrafic? C'est la question que nous avons posée donc à nos 4 invités. Stéphanie Cherbonnier, qui est directrice de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiants. Clotilde de Champérinche, qui est universitaire, économiste et spécialiste de la mafia, maîtresse de conférences au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Christian de Valconer, qui est à distance avec nous, qui est président du tribunal de première instance de Namur en Belgique et juge d'instruction et ancien procureur des rois. Et Alexandre Kaufmann, journaliste et qui vient de publier dans Le Monde d'aujourd'hui un article sur la question de l'ubérisation du trafic de drogue aujourd'hui en France. On a une loi sur les repentis. Elle date de 2004. Le décret d'application a été pris en 2014, 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on a tergiversé et c'est une litote. Ça a été utilisé 20 fois. Alors moi, je suis allé voir ce qu'ont fait les Italiens, qui historiquement ont lancé un combat acharné contre la mafia, la pieuvre. Ils ont mis en place ce statut du repenti. Vous savez, la grande difficulté, les grands bandits, le haut du spectre, toutes les techniques policières, ils les connaissent. Bien. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Et les témoins, soit ils viennent pas vers la justice parce que ils sont complices d'une certaine façon, soit ils ont la trouille. Et qu'est-ce que vous allez leur garantir alors de plus? D'abord, les protéger, protéger leur famille, faire en sorte que sur le terrain des peines, il y ait des peines réduites. Nous, je vous l'ai dit, nous avons 20 procédures. En Italie, on a 1000 affaires qui ont été réglées grâce aux repentis, et notamment le maxi-procès de Palerme. Si on n'a pas Buscetta, beaucoup de vos téléspectateurs ont vu le film Le Traître. Si on n'a pas Buscetta, on n'a pas de maxi-procès. Voilà, donc le silence est l'ennemi de la justice en la matière. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Vous avez reconnu le ministre de la Justice commentant cette décision de faire un statut du repenti, enfin en tout cas de faire que ce statut évolue en France. C'était sur BFM. Éric Dupond-Moretti, vous êtes spécialiste en particulier de la mafia italienne. Clotilde de Champérinche, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ? Pour l'instant, je trouve ça extrêmement confus, la façon dont les choses sont présentées, y compris dans l'extrait. En Italie, un témoin de justice n'a rien à voir avec un collaborateur de justice qu'on appelle de façon inappropriée un repenti. Le témoin de justice, c'est quelqu'un qui est extérieur à l'association criminelle, qui a vu quelque chose, qui sait quelque chose et qui va apporter son témoignage. Le collaborateur de justice est un membre de l'organisation criminelle, qu'en France, on appelle repenti. La justice italienne ne considère pas que le collaborateur de justice est forcément dissocié de l'organisation criminelle. Il explique qu'il peut rester en prison, d'ailleurs. Il reste en prison, quoi qu'il arrive, parce qu'il a commis des faits graves, mais il a une peine inférieure à ce qu'elle devrait être. Absolument. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte général de la législation antimafia italienne, dont, à mon avis, il n'est pas pertinent de prendre certains bouts en laissant le reste. C'est-à-dire que cette collaboration avec la justice, c'est un pan de la politique criminelle antimafia. L'autre pan, c'est le régime carcéral dur. L'article 441 bis du code pénitentiaire italien, c'est un régime carcéral extrêmement à l'isolement, très très dur, qui parfois est contesté au niveau des droits de l'homme. Et c'est ça qu'on propose aux chefs mafieux, mais c'est le haut du panier à qui on propose ça. Et c'est en lien aussi avec l'article 416 bis du code pénal italien qui dit qu'une mafia, c'est quelque chose de plus qu'une association de malfaiteurs. Donc à mon avis, il faut travailler d'abord sur la notion de criminalité organisée, la définir et identifier le fait que toutes ne se ressemblent pas, qu'il y a plein de types d'organisations qu'on ne doit pas frapper forcément de la même façon. D'ailleurs, on peut être en prison et continuer à faire travailler son propre réseau. Vous citez un cas dans votre article, Alexandre Kaufmann. C'est pas gênant d'une certaine manière? Oui, tout à fait. Bon, enfin, en tout cas, dans ces circuits que moi j'ai pu documenter, on trouve beaucoup de multirécidivistes et des gens qui sont déjà connus pour des trafics de stupéfiants. L'exemple le plus flagrant, c'est que les coursiers qui se déplacent donc d'un bout à l'autre de la région parisienne pour livrer de la drogue à domicile, il n'est pas rare que certains d'entre eux portent un bracelet électronique. Et que c'est-à-dire qu'ils livrent la journée et ils rentrent le soir. Ça doit être assez amusant sur les ordinateurs de la police de voir les allers-retours surtout que par ailleurs leurs véhicules peuvent être balisés par la police, donc ça peut faire un double balisage pour vérifier. Donc évidemment ces profils, c'est aussi je pense les limites de la méthode répressive contre les drogues, c'est qu'on voit que un gérant de centrale qui va en prison, non seulement il peut... Alors de centrale, c'est pas de centrale pénitentiaire. Excusez-moi, de centrale d'achat, donc ces plateformes de vente à domicile, quand justement il
il est en détention, ou il continue à gérer, mais c'est quand même assez difficile à partir d'un smartphone, à gérer les commandes directement depuis la prison. Mais plus communément, il peut louer son fichier client, qui est le bien le plus précieux de cette plateforme. Son fichier de client qu'ils appellent les bolos, ça fera plaisir à ceux qui commandent, qui consomment. Et donc, ils peuvent les louer à d'autres trafiquants. Et donc, ça a deux avantages, c'est que... On continue à toucher l'argent. On continue à toucher l'argent. Et surtout, les clients n'oublient pas la centrale. Mhm. Et voilà, donc c'est aussi une sorte d'opération marketing. Toujours cette façon d'évoluer devant la répression de ceux qui veulent ne pas être réprimés, Stéphanie Charbonnier. D'ailleurs, les types de drogues évoluent aussi parce on a évoqué évidemment traditionnellement la question du cannabis, on évoque maintenant depuis quelques années, pas mal même, la question de la cocaïne, mais les drogues de synthèse se répandent très rapidement et elles sont presque faites à la maison. Alors effectivement, les drogues de synthèse, le sujet d'aujourd'hui, c'est, je dirais, la cocaïne, puisqu'on a un marché qui est extrêmement développé en France et en Europe. Mais on a un vrai sujet de préoccupation sur les drogues de synthèse, qui, elles aussi, évoluent énormément. Alors on a les drogues de synthèse dites classiques, et puis ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse. On a aujourd'hui 370 nouveaux produits de synthèse référencés en France, et qui sont en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que vous avez un système... Là, ce sont des petits labos qui travaillent quasiment indépendamment les uns des autres. Alors on utilise le terme de laboratoire, sauf qu'en fait, quand vous regardez bien, ça ressemble plus à des cuisines qu'à des laboratoires en réalité. Et en fait, vous rapprochez la zone de production du consommateur, parce que là où la culture de la feuille de coca et la transformation se fait en Amérique du Sud, et puis ensuite avec un système d'importation à destination de l'Europe, là vous pouvez avoir une proximité véritable, un circuit court, quoi, de la zone de production et des consommateurs. Pour tout un tas de consommation, c'est un circuit court. Alors ce qui est très important sur les drogues de synthèse, c'est aussi leur taux de toxicité, puisque on voit que les consommateurs recherchent toujours plus de toxicité et s'orientent vers des produits. Qu'est-ce que vous voulez dire que les consommateurs recherchent plus d'effets? Plus d'effets. Plus d'effets. Voilà. La toxicité qui se traduit par la toxicité du produit. Oui, oui. Sur ce point, Clotilde Champérache et Christian de Valkener, qui n'est pas intervenu depuis longtemps. Clotilde Champérache, sur cette question justement de cette multiplication, ce travail. Effectivement, on a une véritable problématique sur l'afflux de nouvelles drogues avec un marketing très avancé dessus. Et en plus, des dealers, alors qu'ils soient via numérique ou physiquement, qui sont capables de proposer plusieurs produits pour adapter à la demande, adapter aussi à la disponibilité à payer du client. Donc on peut avoir des drogues relativement pas chères, faciles d'accès, parfois avec des petits noms sympathiques. En Italie, il y a une drogue qui s'appelle le Nesquik. Bon, je ne sais pas à qui on s'adresse quand on appelle la drogue comme ça, mais je pense que c'est à des très jeunes. Et ces produits-là, effectivement, sont relativement faciles à produire dans des garages. On a trouvé plusieurs lieux de production en Europe. Ils font quand même souvent appel à des précurseurs chimiques qui, eux, sont largement importés. Donc là, il y a un travail à faire sur ces importations de précurseurs chimiques, sachant aussi qu'il y a un problème... Pour les auditeurs, un précurseur chimique, c'est quoi ? C'est la substance chimique qui va vous permettre de synthétiser cette drogue-là. Donc le précurseur chimique, on va jouer aussi sur son référencement, qui n'est pas forcément déjà fait par les douanes, donc c'est la possibilité de le faire passer quand même, masquer aussi le précurseur chimique, créer des entreprises chimiques faussement légales pour pouvoir importer ces précurseurs et les utiliser de façon illégale. Tous ces schémas-là, il va falloir aussi se les approprier et considérer qu'on n'a pas forcément affaire là à des organisations criminelles, mais à des entreprises, notamment basées en Chine, qui exportent ces produits. Et c'est la même chose en Belgique, je crois, Christian de Valkener. Oui, mais c'est-à-dire qu'on parlait du circuit court, notamment on le voit en matière de cannabis. On a de plus en plus de plantations de cannabis. Et là aussi, je dirais, on profite, je dirais parfois de situations économiques dans des régions où, je dirais, la situation économique n'est pas optimale. Il y a des locaux, il y a des entrepôts où l'on peut, alors qu'on réutilise pour faire de la culture de cannabis, en offrant des loyers qui sont fort élevés, alors que normalement on ne saurait pas obtenir un loyer comme ça. Auparavant, le cannabis venait essentiellement du RIF, donc avec toute la problématique du transport et du passage de douane. Avec les go-fast depuis l'Espagne. Tout à fait. Et maintenant, on constate de plus en plus, on a régulièrement, en tout cas, dans toutes les régions en Belgique, des plantations de cannabis qui sont démantelées. Et donc là, on voit vraiment qu'on est très très près du consommateur. On n'a plus de problématique de transport.
Stéphanie Charbonnier, justement, sur cette question d'une relocalisation dont parlait aussi Alexandre Kaufmann dans sa propre enquête. Alors, sur le cannabis en France, c'est vrai qu'on distingue l'herbe et la résine, la résine qui arrive du Maroc. Et c'est vrai qu'on a toujours en France un niveau très élevé de saisie de résine de cannabis. Il ne faut pas oublier aussi le nombre de consommateurs de cannabis que l'on a. On est toujours le deuxième pays en Europe. On est toujours le deuxième pays en Europe. On a environ 900 000 usagers quotidiens de cannabis en France. Le sujet des friches industrielles et de la cannabiculture est un sujet un peu plus marginal en France hexagonale. En revanche, c'est un sujet qui est très très développé outre-mer, puisque vous avez des cultures outdoor qui sont mises en place. Donc sur ce outdoor, ça veut dire en champ. En extérieur, voilà, exactement. Et alors, vous pouvez trouver un peu le même phénomène en hexagone, soit dans des friches industrielles, soit dans des serres, dans des endroits un peu plus isolés. Mais on reste quand même très, très marqué par les importations et de résine et d'herbe, l'herbe étant en provenance principalement d'Espagne. Qu'est-ce que vous pensez, puisque vous avez fait cette enquête, Alexandre Kaufmann, sur l'ubérisation du marché, du trafic en France, qu'est-ce que vous pensez justement de ces opérations place nette? Vous dites que ça a fait déplacer la manière de faire le trafic, c'est-à-dire on est revenu à autre chose, puisqu'on sait qu'on aura des opérations coup de poing qui empêcheront les fours de fonctionner, comme on dit, mais est-ce que ça a une efficacité ou est-ce que, comme on le laissait entendre tout à l'heure, ça transfère simplement le trafic sur un autre support, un autre média? De mon point de vue, il y a une différence entre PlaceNet, là, parce que PlaceNet, c'est un peu différent encore du pilonnage, parce que PlaceNet est fait d'un coup, avec une évidente perspective de communication, et je pense que pour des services de police... Le pilonnage, c'était avant, vous avez raison. Et je pense que pour des services de police judiciaire qui font de longues enquêtes, c'est impossible que d'un coup, elles soient toutes résolues au même moment, ou pilonnées au même moment. Donc en fait, je pense qu'ils n'ont pas été forcément très contents de ces opérations, parce que à mon avis, c'est pas comme ça que fonctionnent des enquêtes stupéfiantes. Et évidemment, c'est purement la méthode répressive qui vont quand même depuis 50 ans à montrer ses limites, je pense, et qu'il me paraît grand temps aussi de réfléchir à la demande et pas seulement à l'offre, et à réfléchir du côté du consommateur, comment l'accompagner et avoir une perspective plus sanitaire, de préoccupation sanitaire dans la politique contre la drogue. Stéphanie Charbonnier, justement, sur ces opérations. Alors, ce sont des opérations qui sont très complémentaires. Déjà, les opérations PlaceNet ne concernent pas que le trafic de stupéfiants, elles sont plus globales, même si beaucoup d'entre elles portent sur des trafics de stupéfiants. Mais elles sont complémentaires. C'est une action aussi visible sur le terrain, et je pense que c'est très important, y compris en termes de sécurité et d'ordre public. Et elles sont complémentaires des enquêtes dites de longue haleine qui sont conduites pour démanteler durablement les trafics. Donc cette action, cette double action, elle est très très importante. De votre côté, Clotilde Champérage, qu'est-ce que vous en voyez de cela en tant que chercheuse? Moi, je suis un peu sceptique dans le sens où effectivement il y a une dimension médiatique qui parfois est trop valorisé avec un effet de court terme, et puis on ne s'attaque pas au gros du trafic, et ça masque aussi tout le travail effectivement qui est fait derrière, de remontée de filière, qui est un travail nettement moins glamour entre guillemets, mais qui porte des fruits beaucoup plus importants. Quand on a parlé tout à l'heure de Sky ICC, c'est aussi parce que pendant des mois il y a eu cette stratégie de décryptage, de rentrer dans cette messagerie, décrypter les messages. Ça, c'est du très long terme qui a moins été mis en valeur, mais qui porte des résultats extraordinaires et qui dépasse le champ de la France. Oui, Stéphanie Charbonnier, c'est vrai que c'est un travail relativement ingrat que vous menez à l'OFAST, puisque ça n'est pas un travail très visible par rapport à ces opérations qui sont au vu et au su des caméras, en tous les cas. Alors, je crois que le travail des enquêteurs en matière de stup est par définition un travail qui peut être de longue haleine, mais qui doit être le plus discret possible si on veut qu'il soit efficace. Alors, je crois que sur la mise en valeur de l'opération Sky ECC, il y a eu beaucoup de communication autour de ce succès, puisque c'est un succès européen, puisque nous avons travaillé avec nos partenaires belges et nos partenaires néerlandais. Donc, c'est un véritable succès. Après, c'est vrai que l'enquête pénale est longue. Le travail de renseignement aussi est long et on le développe de plus en plus avec une professionnalisation du renseignement criminel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la conduite de nos opérations. Donc, je dirais que tout ça
et complémentaires. Oui, de votre côté, Christian de Valkener, est-ce que justement l'exemple de Sky SSI a changé d'une certaine manière la lutte qui était menée dans votre pays, en Belgique, contre le trafic, le narcotrafic ? Je ne crois pas que ça a changé fondamentalement. C'est effectivement un grand succès. Je voudrais dire que les opérations place nette, alors ça existe aussi en Belgique, mais peut-être avec une moins grande ampleur qu'en France. Je crois que ça a un effet quand même très très limité parce que, je veux dire, si on veut agir évidemment sur la vente de stupéfiants à tous les niveaux de la chaîne, c'est évidemment un travail judiciaire qu'il faut développer. C'est pas un travail de présence sur la voie publique qui va effectivement avoir un effet à ce niveau-là, sauf peut-être en termes de rassurement de la population et de sentiment d'insécurité. Alors je voudrais dire aussi en Belgique qu'on a depuis quelques mois une nouvelle loi qui permet en fait aux bourgmestres, donc les maires en Belgique, de mettre en place un système en fait d'autorisation d'exploitation pour toute une série d'activités commerciales et donc qui permet de ne pas délivrer éventuellement cette autorisation lorsqu'il y a des suspicions que l'activité pourrait être utilisée soit pour développer une activité criminelle liées ou non aux stupéfiants ou éventuellement faire du blanchiment d'argent. Donc l'idée, c'est ici finalement de développer une approche préventive, la plus possible en amont quelque part, essayer de lutter contre finalement des vecteurs d'activités criminelles, que ça soit de la vente de stupéfiants, mais également surtout de lutter contre le blanchiment et d'éviter que des secteurs se développent qui permettent justement le blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent qui passe par tout un tas de moyens. J'ai appris que les car-wash, les laveries de voitures peuvent être à un moment ou à un autre un moyen de blanchir de l'argent. On connaissait les pizzerias qui étaient assez fameuses à une certaine époque pour pouvoir blanchir de l'argent, mais là, en l'occurrence, il y a d'autres moyens. Ouais. Là, moi, par exemple, sur les centrales de livraison de produits stupéfiants que j'ai pu étudier, ça passait par des sociétés d'échafaudage une nébuleuse de... C'est une belle métaphore, c'est une belle... on peut un bon réseau, c'était un échafaudage. Un échafaudage. Et donc c'était une nébuleuse de 14 sociétés à devanture légale qui réinjectaient l'argent sur les gérants de centrales. Est-ce que vous avez un moyen justement de toucher, et ça sera peut-être la dernière question, Stéphanie Charbonnier, ce qui est légal dans cet immense échafaudage illégal, c'est-à-dire d'aller jusqu'aux endroits où a priori l'argent qui circule a été blanchi et d'une certaine manière peut permettre de ne pas voir que cet argent vient d'ailleurs? Alors, je crois qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est déjà de systématiser ces investigations dites financières dans les enquêtes en matière de trafic de stupéfiants, de manière à pouvoir identifier des avoirs financiers, identifier les circuits de blanchiment. Et la deuxième chose, j'y reviens, c'est le sujet de la coopération internationale avec nos partenaires, de manière à pouvoir aller confisquer, y compris à l'étranger, les avoirs de ces organisations criminelles. Merci en tous les cas à tous les quatre et toutes les quatre d'être venus pour évoquer cette question du narcotrafic. Alexandre Kaufmann, on peut lire dans Le Monde votre enquête qui participe à une très grande enquête de 12 volets qui s'appelle Overdose. Il faut suivre cette série dans Le Monde, c'est absolument formidable. Clotilde Champérache, votre livre s'appelle Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale au Cavalier Bleu. Merci d'être venue, Stéphanie Charbonnier, en tant que directrice de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant. Et merci à vous, Christian de Valkener, d'avoir été avec nous depuis la Belgique. Je rappelle que vous êtes président du tribunal de première instance de Namur en Belgique, également ancien procureur du roi de Charleroi et ancien procureur général de Liège, ainsi que professeur de droit de la police et de criminologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. C'était le tour du débat préparé ce soir par Mathias Mégy, Anouk Sevno, Fanny Richer, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec Jérémy Kaufmann à la technique.